Voici des vestiges de la ligne Mareth en Tunisie. C'est là que le maréchal Erwin Rommel livra son dernier combat en Afrique. Alors qu'une puissante force britannique se rapprochait inexorablement du dernier carré de l'Africa Korps, le renard du désert donna ses ultimes ordres de bataille depuis cette position. Lorsqu'ils occupaient cette portion de terrain en mars 1943, les hommes de l'Africa Korps regardaient la défaite en face. Les armées alliées se rapprochaient de toutes parts. Et il devenait évident pour les hommes qui servaient ces défenses très bien construites que la fin était proche. C'était le dernier acte d'une force devenue légendaire. L'Africa Korps. La véritable histoire de l'Africa Korps. L'Africa Korps était le symbole de tout ce que la machine de guerre allemande avait produit de meilleur. Dans sa brève histoire, seulement 2 ans et 3 mois, l'Africa Korps entraîna les forces alliées dans une massive guerre d'usure et gagna pour elle-même une réputation enviable dans les annales de l'histoire militaire. Grâce à une série de plans de bataille brillamment exécutés, son célèbre chef, le maréchal Erwin Rommel, mérita le surnom de renard du désert. Il était respecté autant par ses hommes que par ses adversaires. Je pense que la réputation de Rommel était celle du bon Allemand, du leader chevaleresque des guerres du désert, le renard du désert comme on l'appelait. Et en un sens, on a forcé le trait sur cette image. Indubitablement, c'était un très bon chef et un très bon meneur de chars en particulier, qui devint une sorte de héros. Mais Erwin Rommel avait d'autres facettes. Il fut un grand propagandiste de sa propre carrière. Il avait quelques liens avec le parti nazi dont certains n'ont pas encore été révélés à ce jour, et il y avait des failles dans sa pensée militaire. Elle n'était peut-être pas si évidente que cela au moment où il combattait les Britanniques en Afrique du Nord. Les Britanniques sont très forts pour hisser au rang de héros ceux qui les ont vaincus. Ils l'ont fait avec des groupes tribaux comme les Zoulous ou les Gurkhas. Ils le feront pour des hommes comme Rommel qui les avaient battus. Rommel fut très chanceux de remporter sa première victoire majeure en mars 1941, dans une période où rien de mieux ne se passait. Or, Rommel avait besoin de victoires. Rommel comprit quelle était l'importance d'avoir une bonne publicité et à quel point il est nécessaire de gagner la bataille politique, même pour un général. En 1940, la Wehrmacht était singulièrement mal équipée pour le combat sous le soleil brûlant d'Afrique du Nord. Les formations militaires allemandes avaient été créées pour le terrain européen. Ils n'avaient pas une seule unité spécifiquement entraînée au combat dans le désert. À l'inverse, les Britanniques avaient des années d'expérience dans le désert, datant d'avant la Première Guerre mondiale. Les Britanniques étaient restés actifs en Afrique du Nord depuis Napoléon et maintenaient une présence permanente en Égypte. Durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais avaient remporté une série de succès réguliers contre les forces italiennes en Afrique du Nord. Soucieux de soutenir son allié, Mussolini, Hitler signa la directive Ferrono numéro 22, nom de code opération Sonnenblume, tournesol en français, qui programmait l'envoi de petites unités allemandes à Tripoli pour aider les Italiens à bloquer l'avance des Britanniques.
En décembre 1940, les forces britanniques du désert occidental, sous le commandement du général Sir Richard O'Connor, entament l'opération Compass. Cette opération, commencée par un raid de 5 jours, s'acheva finalement le 5 février 1941 par la bataille de Bedford et la destruction complète de la 10e armée italienne. La décision d'envoyer des troupes allemandes en Afrique du Nord fut prise début janvier 1941 pour contrer l'avance britannique. Il n'y eut jamais, à aucun moment, l'idée que cette force défensive pourrait devenir une unité opérationnelle en marche vers l'Égypte et qui essaierait peut-être de prendre le Caire. Ce n'était tout simplement pas dans les plans. Les premiers Allemands acheminés par navire vers l'Italie furent ceux de la 5e division légère, constituée d'un bataillon de reconnaissance anti-chars et d'un autre d'artillerie légère. Ils étaient soutenus par un détachement composé d'une compagnie de transmission et d'une de génie. L'unité fut par la suite rebaptisée 21e Panzer Division et devint l'une des plus fameuses forces de combat de la Seconde Guerre mondiale. Rommel avait été rappelé de permission pour prendre le commandement de cette force. La traversée maritime l'amena à Tripoli le 14 février 1941. Elle fut rapidement renforcée par le 5e régiment de Panzer, par la 15e Panzer Division et par la 90e division légère. Toutes ces nouvelles formations furent rapidement assemblées à partir de fragments de précédentes divisions. De plus, il y avait un soutien aérien fourni par des bombardiers en piqué Stuka et des chasseurs Messerschmitt opérant depuis des aérodromes en Sicile. Les soldats eux-mêmes étaient issus de tous les horizons de la Wehrmacht, mais pour la plupart hors de l'influence des cadres politiques, des SS ou de la Gestapo qui émaillaient les autres formations allemandes. Il en résulte que dans l'histoire de l'Afrika Korps, jamais il n'y eut d'exaction ni d'activité répressive due aux unités d'extermination de la police secrète. L'Afrika Korps débuta vraiment la campagne d'Afrique entre février-mars 1941 et début 1942. À partir de cette date, au plus fort de l'action, l'Afrika Korps était présente quel que soit le lieu où se déroulaient les combats. L'Afrika Korps, comme son nom le suggérait, n'était qu'un corps d'armée. C'était une force relativement réduite avec 2 Panzer-divisions et en fait, la 2e Panzer-division n'arriva pas avant mai 1941. C'était une division légère, la 90e division, sans artillerie lourde. À cela s'ajoutaient 2 unités italiennes de taille honorable. Au final, il s'agissait d'une force peu consistante. Les hommes de l'Afrika Korps se battirent durement, mais ils croyaient en les lois de la guerre qu'ils pratiquaient. La guerre du désert fut souvent décrite comme le dernier exemple d'une guerre chevaleresque. Quoi qu'il en soit, ce fut un affrontement très dur. Par une série de reconnaissances éclairs, Rommel établit rapidement que les forces alliées lancées contre lui avaient été surestimées. Il faisait face à la 2e division de l'armée de terre, nouvellement arrivée de Grande-Bretagne et pas encore acclimatée au désert. La 2e division blindée était composée d'une brigade blindée affaiblie, armée de chars usés et sans soutien logistique. Elle était appuyée par la 9e division australienne, tout aussi affaiblie. Une 3e formation britannique stationnait en réserve à Tobruk. Ces forces étaient commandées par le général Wavell. Les troupes de Wavell avaient été réquisitionnées par les unités stationnées en Crète, puis en Grèce, depuis janvier 1941. Et lorsque l'Afrika Korps finit par frapper en mars 1941, il ne restait plus qu'une troupe très réduite face à elle. Les Britanniques qui avaient balayé les Italiens se trouvèrent au bout d'une chaîne logistique extrêmement longue, qui ne pouvait plus soutenir depuis l'Égypte les nombreuses troupes engagées loin dans le désert occidental. De plus, l'Afrika Korps était bien commandé. Les hommes étaient très motivés, ils avaient de très bons chars et des véhicules d'artillerie pour lutter contre les équipements britanniques. Les Allemands s'étaient entraînés et avaient développé les concepts de guerre de mobilité à un stade très poussé pendant les campagnes de France et de Pologne. Ce qui signifiait que l'Afrika Korps était une force très équilibrée, chaque arme étant capable de s'adapter à tous les terrains et d'affronter n'importe quel adversaire.
Alors que Rommel lançait ses attaques en Cyrénaïque, il devint tout à fait clair qu'il possédait l'avantage de la qualité de son armement. Aux 22 chars cruisers et 25 chars légers britanniques, le 5e régiment de Panzer opposait plus de 150 chars, dont près de la moitié étaient des Panzer III et Panzer IV, bien supérieurs. De plus, Rommel possédait déjà des canons de 88 mm anti-aériens qu'il pouvait utiliser avec un effet dévastateur contre des cibles terrestres. Là où les Britanniques tendaient à utiliser leurs chars indépendamment des autres armes, les Allemands avaient développé une coordination très serrée entre leurs chars, l'artillerie mobile et l'infanterie. Cela en faisait des adversaires bien plus durs et compacts lors des combats dans le désert. Une des raisons du succès tactique de Rommel résidait dans son usage systématique de la technique d'appât, qui consistait à envoyer ses chars contre les chars ennemis en attaque frontale. Lorsque les chars alliés mordaient à l'hameçon en chargeant les panzers, ceux-ci se réfugiaient derrière une rangée de canons de 88 mm qui, à plus grande portée, pouvaient les engager avec un taux de coup au but décisif. Rommel se rendit compte très vite que plutôt que d'envoyer ses chars contre les chars ennemis, son meilleur moyen de détruire les blindés était ses canons anti-chars. Le mieux pour lui était donc de pousser les Britanniques à attaquer son infanterie ou ses chars et de les attirer sur ses positions anti-chars. C'est une technique qu'il utilisa encore et que les Britanniques ne réussirent jamais à contrer. Le désert d'Afrique du Nord fut décrit comme le paradis des stratèges et l'enfer des logisticiens. Pour un penseur progressiste comme Rommel, c'était un paradis grâce à ses vastes étendues inhabitées, sans changement de saison, sans groupe de résistance ni partisans, sans centres urbains pour ralentir les mouvements de ses divisions blindées. Mais pour les hommes en charge du soutien logistique, c'était un pur cauchemar. Parce que tout, le carburant, les munitions, la nourriture, les armes, devait être acheminé par des lignes de ravitaillement qui s'étiraient à l'extrême, à mesure que l'Africa Corps se déferlait vers l'Est. Tout le ravitaillement de l'armée de Rommel en termes de munitions, de carburant et de nourriture, et tout ce dont une armée a besoin était acheminé d'Italie. Les navires marchands italiens devaient relever le défi du passage de l'île britannique de Malte avec leurs sous-marins et leurs avions basés sur la côte. Bien que ce trajet soit relativement court, à peine 60 000, c'était une ligne de ravitaillement très vulnérable aux attaques britanniques. Le ravitaillement devait ensuite être transporté à terre par la seule route d'Afrique du Nord, la Bea Bodia, construite par les Italiens. Alors que l'armée de Rommel avançait vers l'Est, ses voies de ravitaillement s'étiraient au point qu'en 1942, Rommel atteint El Alamein, à seulement 96 km d'Alexandrie, avec une ligne logistique de plus de 2000 km depuis Tripoli. Bien sûr, un des gros problèmes en opérant sur ces longues distances est que les camions eux-mêmes brûlent du carburant. Entre 10 et 15% de tout ce que l'Africa Corps consommait était utilisé par les véhicules de ravitaillement. Dans ce genre de conditions, sur ces routes très rudimentaires, qui détérioraient assez vite les véhicules, les pannes étaient inévitables. À n'importe quel moment, 30% environ des véhicules de Rommel étaient en réparation. Les Britanniques l'aidèrent énormément en abandonnant leurs véhicules derrière eux. Du coup, à l'été 1942, tout le transport logistique de l'Africa Corps était pratiquement assuré avec des camions anglais. Comme les Alliés avant elle, l'Africa Corps réalisa rapidement que les limitations géographiques allaient la forcer à opérer à l'intérieur d'une bande de terrain de 80 km vers le sud, à partir de la côte, jusqu'aux dunes de sable qui s'étendaient à l'infini vers le désert profond, impraticable pour les véhicules à roues ou à chenilles. Dans cette bande de 80 km, il n'y avait qu'une seule route, la Via Balbia, qui longeait la côte. Les chars de Rommel ainsi que ses colonnes de camions logistiques circulaient sur cette artère de bitume. Le carburant était l'une des plus précieuses denrées. Il était toujours rationné et toute utilisation non autorisée d'un véhicule était sévèrement punie.
Le terrain en Afrique du Nord était particulièrement difficile. Bien qu'on ait tendance à imaginer de grandes dunes de sable, une grande partie de ce désert était en fait un désert de pierres et de rocailles qui fit payer un lourd tribut non seulement aux hommes, mais aussi aux véhicules. Les chenilles de chars se tordaient et les pneus étaient lacérés sur ce type de terrain. Le sable, soulevé par le constant déplacement des véhicules, encrassait les filtres à air. Les lubrifiants nécessaires au bon fonctionnement des moteurs étaient consommés en bien plus grande quantité. Ces conditions nécessitaient une main-d'œuvre très importante. Initialement, les Panzers étaient arrivés avec des filtres à air européens normaux. Inévitablement, le sable pénétrait à travers ces filtres et atteignait les cylindres des moteurs au point de les bloquer avant les 1500 premiers kilomètres. Ensemble, les Allemands et les Italiens en Afrique du Nord avaient besoin de plus de 70 000 tonnes de ravitaillement chaque mois. Tout venait par la mer depuis des ports d'Italie méridionale et tous les convois subissaient les attaques de la Royal Navy et de la Royal Air Force. De petites quantités d'approvisionnement étaient acheminées par air de temps en temps, mais les Junkers 52 de transport n'étaient pas armés ni disponibles en nombre suffisant, et dans tous les cas constituaient des cibles faciles pour les Hurricanes en maraude. Bien que l'Africa Corps eût à faire face à d'énormes difficultés logistiques, il n'était pas question qu'elle tombe à court de ravitaillement, mais celui-ci n'arrivait jamais en quantité suffisante. Il est intéressant d'observer les statistiques des équipements expédiés qui arrivaient réellement à destination. Elles montrent que 90% des hommes, véhicules et approvisionnements envoyés atteignaient l'Africa Corps. Il y a bien sûr l'argument de dire que beaucoup de ravitaillements qui auraient dû être envoyés ne l'ont jamais été. Je peux l'accepter. Mais il y avait de toute évidence un flux régulier d'approvisionnement qui n'était pas aussi faible que ce que l'on veut bien laisser croire. Rommel était désireux d'avancer aussi loin qu'il le pourrait et aussi rapidement que possible. Il avait un point de mire, le canal de Suez, son objectif final. Fréquemment, ces lignes de ravitaillement étaient étirées à la limite de la rupture, mais c'était un homme indifférent aux limitations imposées par cette situation. Malgré le fait qu'il se trouvât à la frontière égyptienne, à plus de 1200 km de son principal port de ravitaillement, à Tripoli, Rommel considérait que la logistique était une tâche qui relevait du haut commandement. Son travail était de combattre. Ravitailler l'armée n'était, selon ses propres mots, pas son problème. Le principal problème de Rommel avec son haut commandement était qu'il estimait qu'il s'agissait d'un théâtre d'opération à part entière, alors que le haut commandement considérait qu'il n'était qu'une partie d'une stratégie d'ensemble beaucoup plus large. Rommel ne pouvait pas être d'accord avec leur vision. Le mythe de Rommel grandissait, faisant de lui une sorte de super-héros ou de chevalier blanc du désert. Il était devenu presque automatique que les gens prennent parti. D'autant que ses supérieurs, qui étaient d'ailleurs de très bons officiers, étaient en lutte avec cet énorme tigre qu'ils avaient attrapé par la queue, c'est-à-dire la Russie. Ils avaient besoin de toutes les ressources disponibles. Lors du second semestre 1942, ils se trouvèrent dans un cercle vicieux les menant au désastre de Stalingrad. C'est là qu'ils apprécièrent d'avoir quelqu'un dans le désert qui soit en mesure d'attirer le plus de forces alliées possible. Mais Rommel était malvenu de débarquer avec ses plans fantaisistes pour prendre le Caire, puis pousser plus avant jusqu'à faire la jonction avec le groupement d'armées sud dans le Caucase. Quand les soldats débarquèrent à Tripoli, ils n'avaient pas la moindre idée des conditions auxquelles ils allaient devoir faire face. En Europe, le menu de base des soldats était composé de pain et de patates. Dans le désert, il était évident que ces aliments allaient vite moisir. Ils furent donc remplacés par des biscuits et des haricots, occasionnellement agrémentés de petites portions de fromage, de légumes déshydratés et de boîtes de viande italienne dont l'origine a toujours été un sujet de débat parmi les soldats.
Les hommes de l'Africa Corps subissaient ce régime monotone avec peu de vitamine C. En comparaison, les soldats alliés vivaient presque dans l'opulence avec des fruits et légumes en conserve, du pain blanc et l'inévitable corned beef. Le rêve de chaque soldat de l'Africa Corps était de capturer le ravitaillement allié. Ces images tirées du magazine de propagande Signal illustrent parfaitement les distances que les soldats allemands étaient prêts à parcourir pour se procurer des rations britanniques provenant d'un navire de ravitaillement endommagé. La pénurie d'eau était également un grand problème, et il n'était pas inhabituel pour les camions d'effectuer des voyages de 500 km pour en récupérer. La très forte luminosité du soleil dans le désert imposait ses propres règles à la conduite des opérations en Afrique du Nord, les hommes souffrant souvent d'une forme de cécité. Il fut établi qu'entre l'aube et 9 heures du matin, et entre 4 heures de l'après-midi et le crépuscule, un homme pouvait identifier avec précision un véhicule ami ou ennemi à une distance de 2000 à 5000 mètres. En pleine chaleur, cette portée était de 1300 mètres environ. La tombée de la nuit mettait généralement un terme aux combats de blindés, mais pas nécessairement à leur mouvement. Les équipages des Panzers avaient appris à lire un compas leur permettant de circuler de nuit et même en plein milieu des tempêtes de sable. Les équipages de dépannage allemands étaient prompts à reprendre l'avantage dès la fin de la nuit pour récupérer les chars endommagés et les envoyer vers l'arrière pour les réparer. Ils en profitaient aussi pour dynamiter les véhicules de commandement ou les chars alliés qui avaient été laissés abandonnés sur le champ de bataille. Le problème crucial des approvisionnements de l'Africa Corps faisait de la réparation des chars endommagés une nécessité impérative afin de combler le désavantage numérique face aux forces alliées. Rommel faisait partie de cette poignée de commandants qui cherchaient toujours à constater personnellement ce qui se passait. Il pensait qu'il devait avoir un œil sur la bataille. Donc il se devait d'être là en personne pendant les combats. Cela signifiait que Rommel était du coup souvent capable de réagir plus rapidement aux événements que ses homologues britanniques, qui se reposaient sur la chaîne de commandement. Mais dans le même temps, cela voulait dire que Rommel laissait son chef d'état-major et son quartier général à quelques kilomètres derrière lui lorsqu'il faisait le tour du champ de bataille avec son semi-chenillé personnel. Ils avaient un bon système de communication radio, mais il était souvent brouillé par les Britanniques. C'était dans la nature des choses. Les communications radio étaient à l'époque problématiques. Et ces commandants ne savaient pas où leur chef se trouvait réellement. Corps commander and later on their army commander actually was. Dans le désert, l'art de la dissimulation et du camouflage fut un talent rapidement acquis par les hommes de l'Africa Corps. Lorsque les premiers Panzer II, III et IV arrivèrent, ils étaient peints avec le gris vert de la Wehrmacht, bien trop visible dans le désert. En l'absence de toute peinture aux couleurs du désert, ces premiers chars furent aspergés d'huile, et ensuite on les recouvrit entièrement de sable, si bien qu'ils pouvaient facilement se fondre dans le paysage. Les tankistes apprirent vite à se servir de filets de camouflage et des buissons à chameaux pour casser les silhouettes de leurs chars. Les artilleurs devinrent experts pour enterrer leurs armes. S'ils n'arrivaient pas à creuser le sable, ils faisaient sauter les roches autour pour créer un embossement, et avec les canons pointés à l'horizontale, il n'y avait, de l'avis de Rommel lui-même, rien de visible. Pour l'infanterie, le filet de camouflage avait deux buts. Dans les étroites tranchées, il les cachait de la vue de leurs ennemis et leur apportait une certaine protection contre la chaleur du soleil. Bien souvent, les hommes de l'Africa Corps avaient assez peu de temps pour creuser leurs tranchées, car la tactique de Rommel était toujours une combinaison d'infanterie, d'artillerie et de chars. Si bien que toutes les armes du corps étaient utilisées conjointement, faisant un effort maximum pour effectuer des offensives concentrées. Bien qu'ils aient eu à parcourir de larges régions sans relief, l'énergie inépuisable de Rommel tirait les hommes vers le haut. Lorsqu'il n'était pas à bord de son véhicule de commandement baptisé Gratte,
Rommel reconnaissait le terrain depuis le cockpit de son Fiedler Storch, un avion d'observation à partir duquel il pressait ses troupes d'avancer. Encouragés et exhortés par leur chef débordant d'énergie, les équipages de chars mettaient les bouchées doubles. La frange blindée de la division était constituée du bataillon de chars épaulé par l'artillerie, équipé du terrible canon de 88 mm anti-aérien, désormais utilisé avec succès comme canon anti-char et tracté au front par des camions ou des semi-chenillés. Monté sur ses remorques, le 88 pouvait être déployé rapidement et était capable d'engager l'ennemi à plus de 2000 mètres, bien avant que les canons des chars alliés puissent riposter. Le 88 avait un autre avantage. Au-delà de sa portée et de sa capacité à percer le blindage, il pouvait aussi tirer des obus explosifs. Les Panzer III et IV pouvaient aussi utiliser des obus explosifs qui s'avéraient dévastateurs contre l'infanterie, mais sans effet contre les chars britanniques comme le Crusader et le Valentine. Derrière les premiers succès de Rommel dans son avancée vers l'Est, résidait sa ferme conviction qu'il était capable d'écraser les forces alliées et d'avancer jusqu'à Alexandrie et au canal de Suez. De là, il pourrait foncer vers le Caucase au sud de l'Union soviétique pour effectuer un mouvement en tenaille assez classique afin d'apporter un succès décisif aux forces allemandes. L'idée de Rommel de rejoindre le groupe d'armées sud dans son avancée dans le Caucase en passant par l'Égypte et la Palestine peut être considérée en 1942 comme une véritable utopie. Par bien des aspects, cela démontre la nature irréaliste des plans stratégiques allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ne se réalisèrent jamais vraiment, contrairement aux approches très pragmatiques des Américains et des Britanniques. Les problèmes logistiques auxquels Rommel aurait dû faire face étaient immenses. Même s'il avait pu prendre le Caire, même s'il avait réussi à traverser le delta du Nil, il aurait eu à tracer sa route et traverser le canal de Suez. Il aurait également eu à combattre dans les cols de Medley et du Djilei à travers le Sinaï. Il aurait eu à faire face aux mêmes problèmes que les Britanniques en 1916 et 1917, lorsqu'ils ont combattu dans le Sinaï. Il n'y avait pas la moindre chance qu'une grande jonction stratégique puisse se mettre en place. Hitler avait fait le bon choix en nommant Rommel, bien qu'il ait eu quelques habitudes particulières. Le haut commandement allemand avait été clair. Il était là en premier lieu pour bloquer les Alliés, puis mener une contre-offensive afin de reprendre la Cyrénaïque, mais toujours sous l'autorité du commandement suprême italien. Les relations entre Rommel et les Italiens ont été généralement mauvaises. Je pense qu'il les méprisait. Lorsqu'il fut nommé en Afrique, le général Italo Garibaldi était supposé être son supérieur hiérarchique. Mais Rommel ne tenait généralement pas compte de ses instructions. Mais il ne faut pas oublier que Rommel ne tenait pas non plus vraiment compte des instructions des officiers supérieurs allemands. Rommel était très sceptique à propos du haut commandement italien, en particulier concernant la qualité des officiers italiens. Il ignorait le commandant suprême italien. Il l'informait à l'occasion de ce qu'il faisait, mais la plupart du temps, non. Il partait et agissait seul. Les rares Italiens que Rommel a toujours pris au sérieux étaient les hommes qui travaillaient sur les ports de Naples et de la côte italienne. Il jouait un rôle vital pour lui en ravitaillant ses unités. Ce que Hitler n'avait pas anticipé, c'est le succès de Rommel dont l'aide aux forces italiennes se transforma rapidement en une série d'offensives réussies. Hitler avait pensé l'Afrika Korps comme un rempart, un appui dans le cadre du pacte de l'Axe. Mais Rommel le transforma en vague conquérante, faisant sa propre loi. En dépit des impressionnantes victoires de Rommel, il avait toujours des difficultés relationnelles avec les officiers du haut commandement allemand. Sans doute amplifiées par le fait qu'il n'était pas un officier issu de l'aristocratie prussienne et n'avait jamais été membre de l'état-major général d'Hitler.
Rommel pouvait être rugueux, sûr de lui et dogmatique, mais c'était avant tout un brillant chef de guerre. Rommel, maître du mouvement fluide de la bataille, était prompt à prendre des initiatives et à exploiter les faiblesses de l'ennemi. Il était attaché au principe éprouvé de la charge de cavalerie légère, destinée à semer la confusion dans les rangs ennemis. Il ne fait aucun doute que Rommel avait des failles comme commandant. Il était dur, très ambitieux et parfois trop optimiste dans des situations qui ne l'autorisaient pas. Il était sans aucun doute assez égocentrique. Il fut aussi le créateur de sa propre légende. Finalement, je pense qu'il a mené ses hommes, son matériel et l'équipement dont il disposait, probablement trop durement pour atteindre ses objectifs, ce qui l'a rendu vulnérable parfois aux contre-attaques. Rommel n'a jamais compris la relation qu'il y avait entre la logistique et le combat en première ligne. Il reprochait constamment à ses intendants de ne pas lui fournir le matériel dont il avait besoin pour gagner ses batailles. Il ne réalisait pas, bien sûr, qu'en étirant le front aussi loin, il rendait le travail logistique vraiment très difficile. Par ses premières attaques éclairs contre les Alliés, Rommel réussit à prendre Benghazi et la Cyrénaïque. Ses forces submergèrent la base logistique britannique de Tobrouk et atteignirent le golfe de Soloum, à l'est. Le général Rommel était ici et là, partout où ses colonnes blindées fonçaient à travers le désert, partout, sauf dans son quartier général. Il restait en contact avec lui grâce à la radio, mais lorsque les communications étaient impossibles, la cohésion de son armée s'affaiblissait. Après son succès face à la contre-offensive britannique, l'opération Battle Axe, Rommel écrivit à son épouse, Lucie, « J'ai passé 3 jours sur les routes à faire le tour du champ de bataille. La joie de mes soldats était extraordinaire. » Un de ses officiers remarqua, « Il est déjà en train de devenir un héros. » Et il devint un héros et une légende, adulé par ses hommes et redouté, mais respecté par ses ennemis. Le début de la légende de Rommel remonte peut-être en partie à Winston Churchill, qui se référait à Rommel en l'appelant par son nom à la Chambre des communes. Rommel avait fait sensation en 1941, et les troupes britanniques le considéraient comme le renard du désert, presque un magicien de la guerre qui arrivait toujours à les battre. On nomma le général Montgomery, qui avait une personnalité presque similaire, pour donner un nouvel espoir aux troupes britanniques du désert. Une des premières décisions qu'il prit fut d'interdire que le nom de Rommel soit utilisé pour les communications officielles, quoi qu'il arrive. Vous pouviez utiliser force de l'Axe, vous pouviez dire l'ennemi, mais le nom de Rommel ne pouvait plus être utilisé. C'était significatif de la part de Montgomery, car il souhaitait être l'homme de la situation et avait l'intention d'écrire sa propre légende. Il le fit en effet avec succès. Lorsqu'il s'empara finalement de Tobrouk, le général Rommel fut promu au rang de Field Marshal, le plus haut rang de l'armée. Il avait juste 49 ans. Au mois d'août 1942, même Rommel commença à montrer des signes de fatigue, causés par ses 18 mois d'action ininterrompue et de combats incessants. Son énergie seule n'était plus suffisante pour tenir. Il souffrait de violentes douleurs gastriques et il lui arrivait de s'évanouir. Or, il était sur le point d'affronter son plus grand défi, la 8e armée britannique sous le commandement de Montgomery à El Alamein. En septembre, il s'envola vers l'Allemagne pour être soigné. Quelques semaines plus tard, Montgomery débuta son offensive et Hitler exigea par câble le retour de Rommel en Afrique du Nord. Rommel retourna donc en Afrique, mais avec de sombres pressentiments, sans illusion sur Hitler et son attitude envers les courageux soldats de l'Afrika Korps. Le monde avait changé. Il était loin le temps où Rommel et son Afrika Korps, encore inconnus, avaient reçu l'ordre d'établir une défense agressive. Il savait qu'il devait prendre l'initiative sur l'ennemi. Il devait transformer une retraite en offensive. Il devait reprendre du terrain et faire la démonstration aux Britanniques que désormais, lorsqu'il combattrait l'Afrika Korps, il serait face à un opposant vraiment très différent des Italiens. Avancer était à l'ordre du jour.
Après avoir pris Tripoli en février, ils furent ensuite confrontés aux forces britanniques et les repoussèrent d'abord vers El Aguila, puis vers Bardia et Soloum à l'est de la Libye, assez rapidement, essentiellement grâce à une série de mouvements d'encerclement partant de l'intérieur des terres vers la côte pour couper les liaisons et isoler la 8e armée britannique. En mai 1941, les forces de Rommel se tenaient aux frontières égyptiennes, avec seulement la forteresse de Tobrouk derrière elles, comme aiguillon dans leur flanc. Ce fut une écrasante victoire que les Britanniques n'avaient pas anticipée. Dans leur tentative ultérieure pour déloger Rommel de la frontière et rejoindre Tobrouk lors des opérations Brevity et Battle Axe, les hommes de Rommel furent capables de repousser les offensives britanniques. Rommel fut forcé d'abandonner tout ce qu'il avait gagné en 1941, car l'opposition de la 8e armée se renforçait. En mai 1941, l'opération Brevity et en juin l'opération Crusader ne furent pas de grands succès pour les Alliés, mais infligèrent cependant des pertes à Rommel. Ce ne fut pas avant l'opération Battle Axe en novembre 1941 qu'une réorganisation de la 8e armée fut capable de repousser Rommel et, à ce moment, la 8e armée s'était considérablement renforcée en termes d'hommes et de blindés. Alors que Rommel était au bout d'une ligne logistique étendue à l'extrême. Les ratios étaient défavorables à Rommel. En novembre 1941, le premier rapport de reconnaissance qui lui arriva à propos de l'avancée britannique disait qu'il ne pourrait pas croire l'importance des forces britanniques qui avançaient alors contre lui. Un des Messerschmitt 109 de reconnaissance survola la colonne. Le pilote lança son chronomètre et l'arrêta lorsqu'il eut atteint la queue de la colonne. Il s'était écoulé 10 minutes et il volait à environ 500 km/h. C'est cette information qui fut donnée à Rommel. Les Britanniques arrivaient et en nombre. Et bien sûr, les Britanniques étaient plus nombreux que les Allemands et les Italiens, à 2 contre 1 et face aux seules forces allemandes. Le ratio était nettement plus élevé. Ce qui est remarquable à propos des campagnes de novembre et décembre 1941, c'est comment Rommel a été proche de stopper l'avancée britannique. C'est une des plus brillantes manœuvres de tous les temps. Rommel fut battu à la fin, forcé de battre en retraite, mais il retira ses forces presque intactes. Il avait simplement été dépassé par le nombre. Il combattait sur 2 fronts. Il avait la garnison de Tobrouk à l'arrière et devait y maintenir un minimum de force. Dans le même temps, il essayait de tenir face à d'importantes forces le long de la frontière égyptienne. Il a été capable de le faire avec succès par 2 fois en mai et encore une fois en plein été pendant l'opération Battle Axe. Rommel fut forcé de battre en retraite en décembre 1941 après l'une des plus terribles et sanglantes batailles de la guerre du désert. Les Britanniques lancèrent l'opération Crusader pour libérer Tobrouk le 5 novembre 1941 et bien sûr prendre Rommel et l'Africa Korps par surprise. En raison d'une série de combats terribles et sanglants, particulièrement en Cyrénaïque, la puissance des 2 belligérants, la 8e armée et l'Africa Korps, s'effritait. Cependant, début décembre 1941, il était clair pour Rommel, après sa tentative avortée d'effrayer la 8e armée et de la faire battre en retraite pour reprendre le contrôle des opérations, que la puissance de l'Africa Korps ne lui permettrait pas de tenir très longtemps. Il décida de reculer jusqu'à sa ligne de départ d'avril 1941 pour reconstruire ses forces et lancer une nouvelle campagne en 1942. L'opération Crusader ne reçut pas les félicitations qu'elle méritait de recevoir. C'était une victoire britannique, mais une victoire très chèrement remportée. Mais elle a certainement montré que la 8e armée et son commandant, le général Auchinleck, pouvaient affronter Rommel et son Afrika Korps.
Le 7 décembre 1941, avec seulement 40 chars encore en ordre de bataille, Rommel décida d'un repli tactique. Lui et ses hommes voulaient survivre pour pouvoir reprendre le combat plus tard. Les forces de l'Axe reculèrent, passèrent Tobrouk, perdant Benghazi pour de nouvelles lignes de défense préparées de Marada à Marsa el Brega. Bien qu'il fût désespérément à court de ravitaillement, Rommel commença sa contre-offensive. L'Afrika Korps attaqua une fois de plus. La 8e armée alliée fut repoussée à l'est, vers la frontière égyptienne. Rommel se lança à la poursuite des forces britanniques à mesure qu'elles se repliaient pour préparer leur position à El Alamein. Et les 2 batailles pour El Alamein allaient décider du sort de toute la campagne d'Afrique du Nord. Alors que l'Afrika Korps et Rommel fonçaient vers l'est avec succès, il tourna brièvement au nord. En 40 heures de combat contre la garnison qui s'y trouvait depuis 8 mois, il prit finalement Tobrouk, fit 33 000 prisonniers et s'empara d'énormes stocks de fournitures diverses. Le 21 juin 1942, Rommel prit Tobrouk, son port et sa forteresse, qui avait été comme une épine dans le pied pendant l'année 1941. Ce fut réellement le point d'orgue de sa carrière. À partir de là, Rommel fut capable de mettre la pression à l'ouest sur El Alamein, là où il cherchait à faire une percée depuis un moment. Mais lors de la bataille d'El Alamein, quelques mois plus tard, face au nouveau commandant de la 8e armée, Montgomery, qui lança son attaque fin octobre, après avoir réussi à obtenir une supériorité en termes de matériel, canons, avions, soldats de 3 contre 1, Rommel fut contraint à subir une guerre d'usure. Stoppé à proximité d'El Alamein, Rommel réclama désespérément des approvisionnements en pétrole et en chars. Il s'attendait à une percée de la 8e armée, et il ne perdit pas de temps à créer des positions défensives pour empêcher une telle attaque. Un peu de carburant et quelques blindés arrivèrent, mais rien comparé à la pléthore de troupes, de chars, de canons qui furent acheminés jusqu'à la 8e armée, désormais sous les ordres du prudent Montgomery. Prudent car Montgomery n'avait pas l'intention de se lancer dans une offensive sans préparation. Il attaquerait lorsque tous ces éléments seraient en place, et pas avant. C'est en octobre 1942 que Monty fut finalement prêt et commença son attaque à la tête d'une force incroyablement supérieure en nombre. Une attaque qui allait marquer le début de la fin pour l'Afrika Korps. Sous les assauts répétés de la 8e armée britannique, les Panzers furent obligés de reculer encore et encore vers l'ouest. D'octobre 42 à février 43, l'Afrika Korps fut repoussé de El Alamein, puis hors de la Libye jusqu'à la Tunisie. En Tunisie, Rommel apprit que le plan allié, Opération Torche, menaçait ses arrières. Des renforts urgents, comprenant la division parachutiste Hermann Göring et les premiers chars Tigre, furent envoyés en Afrique depuis l'Allemagne par avion. Attaquant en conjonction avec ses troupes, Rommel risqua sa fidèle 21e Panzer Division, qui tomba sur des troupes américaines qui ne s'attendaient pas à ça, ici, dans le défilé de Kasserine, où la bataille commença le 14 février 1943. Le succès initial de l'attaque s'avéra être la dernière victoire de Rommel en Afrique. Il réussit à obtenir l'effet de surprise. Ce fut une première opération brillamment exécutée. Mais, et c'est un des défauts de Rommel en tant que général, il tenta de capitaliser sur son succès initial au-delà de ses limites en ressources. C'est ce qui s'est passé à Kasserine. Il repoussa la première armée américaine et infligea de sérieux dommages à l'une de leurs divisions blindées. Mais une contre-attaque menée par les Britanniques démontra qu'ils n'étaient pas en mesure d'exploiter les opportunités qui auraient pu être obtenues face aux Américains. La défaite américaine à Kasserine eut un impact dans toute la ramification de la structure des forces américaines. Ils étaient arrivés à la guerre en croyant disposer de toutes les réponses possibles pour affronter les armées allemandes. Et leurs blindés se retrouvèrent soudainement pris au dépourvu.
C'est ici, à Medellín, que Rommel mena sa dernière bataille en Afrique. En dépit de la qualité de ses positions préparées par les Français pour résister aux offensives italiennes contre leur territoire, l'Africa Korps de Rommel avait perdu sa mobilité et son soutien aérien. En dépit d'une résistance acharnée, ils furent rapidement débordés par les troupes alliées. À la bataille de Medellín, Rommel comptait sur l'effet de surprise pour gagner. Mais Montgomery avait achevé ses préparatifs et était capable de contenir une attaque conjointe des Allemands et des Italiens. L'attaque fut repoussée, en fait, sans la perte d'un seul char britannique. Rommel fut dominé par Montgomery qui encouragea l'attaque contre cette position de défense sans canon anti-char et détruisit 50 chars allemands. Il était donc pris en étau quand plus tard, en mars, il fut rapatrié en Allemagne pour soigner sa maladie. Son successeur fut tué dans un bombardement d'artillerie et le suivant se retrouva face à une armée 2 fois plus importante que la sienne. Il allait attaquer 1200 chars alliés alors qu'il ne disposait, lui, que d'une centaine de chars, ce qui lui laissait bien peu de chance. L'échec de Medellín marquait la fin de l'Empire italien en Afrique du Nord. Mais Rommel voulait au moins sauver les restes de son armée pour garder l'espoir de maintenir une sorte de tête de pont. En mars 1943, à Medellín, se déroula la dernière attaque majeure allemande en Afrique du Nord contre les forces surpuissantes de la 8e armée. Elle échoua le jour même. En moins de 2 mois, toutes les forces de l'Axe avaient capitulé et 150 000 soldats allemands marchèrent la tête haute vers la captivité. Sous Rommel, la première unité, formée avec l'unique intention de remonter le moral des troupes italiennes, fut la 5e légère, rebaptisée la 21e Panzer-Division, plus tard renforcée par la 15e division de Panzer et la 90e, une division légère. Les forces allemandes en Afrique du Nord, désormais passées dans l'histoire sous le nom de l'Africa Korps, ne furent connues sous ce nom qu'un court laps de temps. Alors qu'elle se développait, l'Africa Korps fut appelée Panzer Group Africa, incorporant 6 divisions italiennes. En 1942, les troupes de Rommel changèrent à nouveau pour s'appeler Panzer Army Africa, en incorporant 2 des divisions originales de l'Africa Korps, ainsi que 2 divisions d'infanterie allemande, une brigade aéroportée et 8 divisions italiennes. Alors que les hommes de l'Africa Korps combattaient à travers les immensités désolées du désert, Rommel avait maille à partir non seulement avec les forces britanniques, mais aussi avec ses chefs en Allemagne. L'intérêt d'Hitler pour l'Afrique du Nord allait de la froide indifférence à l'indécision, en passant par l'exigence folle, vers la fin de la guerre du désert, de combattre jusqu'au bout. Il était aussi responsable d'un autre handicap de l'Africa Korps, car sous l'insistance de Mussolini, elle était sous commandement italien. Rommel, bien que toujours parfaitement correct, avait assez peu de considération pour les capacités militaires de ses camarades italiens. Bien que Rommel fût normalement sous le commandement des Italiens, il était bien sûr assez désobligeant à propos de ses supérieurs italiens. Le général Musco, par exemple, était surnommé par Rommel le général Bombastico. Bien qu'il acceptât d'être subordonné aux Italiens, en pratique c'est Rommel qui menait la danse. Le dernier regroupement des forces de l'Axe survint en février 1943, lorsqu'il reçut le nom de Groupe d'armées d'Afrique, 2 ans après que l'Africa Korps, d'origine, ait été formé avec le maréchal Rommel à sa tête. La formation de l'Africa Korps avait drainé des hommes de différentes zones, en particulier de nombreux hommes de la 90e division légère, qui avaient précédemment servi dans la Légion étrangère française. Durant son expansion, l'Africa Korps avait monté une unité spéciale de troupes de choc
Un peu dans la lignée des Long Range Desert Group britanniques. Il s'agissait du Sonderverband 288 ou Unité spéciale 288, formée pour opérer à l'intérieur des lignes britanniques et y mener des opérations contre les exploitations pétrolifères. Ils portaient eux aussi le brassard blanc de l'Africa Corps et comme leurs camarades, ils combattirent sous les ordres d'un certain nombre d'officiers supérieurs. Mais c'est le nom de Rommel qui les reliait de façon indéfectible à l'Africa Corps. Rommel était désormais un homme affaibli et sans illusion qui avait reçu l'ordre de quitter son Africa Corps bien-aimé le 9 mars 1943. Il s'envola pour l'Europe, désespéré à l'idée de la fin inéluctable de cette aventure. Hitler lui refusa le droit de retourner en Afrique où ses hommes, désormais sous le commandement du général von Armin, continuaient à se battre. Les forces de l'Axe battaient en retraite en Tunisie et vers Enfidaville, 50 km au sud de la péninsule du Cap Bon, entre les montagnes et la mer. Là, la 90e division légère s'enterra autour des collines, tandis que la 21e Panzer Division se préparait à affronter la tête de l'avancée alliée. Pendant les premiers jours de mai, une bataille d'artillerie féroce et des bombardements aériens intensifs dévastèrent les positions allemandes. La 15e Panzer fit une tentative désespérée pour ne pas être submergée par les forces alliées qui les débordaient. Les canons tirèrent jusqu'à épuisement des munitions. Les chars, à court de carburant, continuèrent à tirer là où ils se trouvaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Le rapport officiel du groupe d'armées africaines conservé jusqu'à nos jours rapporte simplement « L'essentiel de la 15e division de Panzer doit être considéré comme détruite ». Au début du mois de mai, lentement, à contre-cœur, les drapeaux blancs de la reddition commencèrent à apparaître dans les mains des hommes auxquels Hitler avait demandé de combattre jusqu'au dernier. Les Alliés entrèrent triomphalement dans Tunis. L'Africa Corps de Rommel avait vécu pendant 2 ans et 3 mois. Surpassé, à court de matériel, en infériorité numérique mais rarement prise à défaut, l'Africa Corps avait écrit quelques pages parmi les plus glorieuses de l'histoire militaire allemande.